Bon, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Ethan. Bonsoir Bérangère, bonsoir tout le monde. Voilà, donc voilà, j'ai pris une petite semaine de repos. Me revoilà pour les interviews. La semaine va être chargée encore. Et on commence par Ethan. Donc, je voulais que vous le rencontriez. Ethan est médium. Il a fait plein de choses. Il a écrit des livres, il a créé son jeu. Et voilà, je voulais que vous le découvriez pour écouter son histoire et écouter aussi tous les petits outils qu'il a mis en place pour aider sur l'intuition, les livres aussi sur le contact défunt, des choses comme ça. En fait, voilà, que la Bretagne vienne en Catalogne, quelque part. C'est Voilà, ça. voilà. Donc, Ethan, je vais te laisser te présenter, nous expliquer comment t'es arrivé ton don, des choses comme ça. Alors moi je m'appelle Ethan Mort. Ça, voilà, c'est pas une grande nouveauté, je vous apprends pas grand-chose. J'ai 31 ans. Je suis cartomancien humaniste, psychopraticien, formateur en art divinatoire, conférencier, auteur, enfin bref, toute une longue liste de choses qui font plaisir à notre ego de rajouter voilà derrière. Volontairement, je ne dis plus que je suis médium, parce qu'après toutes ces années, je pars du principe que la médiumnité n'est pas un métier, mais est une capacité que l'on a et on décide de la faire s'exprimer, soit autour de la clairvoyance, donc des prévisions d'avenir par exemple, ou soit autour du contact spirit. Voilà, donc du contact défunt ou même du soin, parce que pour moi, tous les guérisseurs, les magnétiseurs sont aussi des médiums. Donc moi, je dis médium magnétiseur, médium guérisseur, mais on a contracté en guérisseur, magnétiseur. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que bien souvent, quand vous allez voir des médiums, enfin pas des médiums, des magnétiseurs ou des guérisseurs, euh, quand ils vous racontent comment est-ce qu'ils font leurs soins, ils sont guidés pour poser leurs mains. Ils entendent des choses dans leur tête, bien souvent, ils voient des passages de votre vie qui amènent à comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, pourquoi votre corps en est arrivé là, pourquoi votre psyché en est arrivé là. Donc, du coup, la médiumnité, pour moi, c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas que le contact spirit, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est la capacité d'être connecté avec le visible et l'invisible, et c'est quelque chose qu'on porte tous en nous de manière plus ou moins développée, voilà, en fonction de notre parcours de vie. Voilà. Donc, pour dire voilà, qui je suis, moi je suis auvergnat, dans mon sang coule les volcans d'Auvergne, hein, le Saint-Nectaire, voilà, j'adore, c'est ma région de cœur. Je suis d'adoption franc-comtois et je tente depuis 1 an et demi de devenir breton maintenant, pour le coup. Donc j'exerce en cabinet. Pour les contacts médiumniques, donc c'est uniquement en cabinet et les autres consultations, ça se fait par téléphone ou en cabinet. Pour le coup. Voilà, je ne fais pas de contact médiumnique par téléphone. Quand tu dis cartomancien humaniste, Alors, cartomancien humaniste, pourquoi? Parce que moi, au fil du temps, donc moi, il faut savoir que mon métier de base, c'est infirmier. C'est-à-dire, j'ai été formé en tant qu'infirmier, j'ai exercé peu de temps, mais au total, ça m'a fait 5 ans de passage dans le monde du soin. Pour le coup. Avant, j'ai fait un petit peu de soignant, j'ai fait aussi un petit peu brancardier, donc c'est un univers que je connais bien. Ma mère étant médecin, ma tante, mes cousines étant infirmières, mon mari est infirmier aussi, donc bref, c'est un univers dans lequel je baigne. Mon frère ostéopathe aussi. Et humaniste, pourquoi? Parce que je ne crois pas que la voyance prédise, mais je crois que la voyance prévoit, ce qui sont deux choses complètement différentes. Prédire, pour moi, ça revient à dire que le libre arbitre au final n'existe pas et que tout est écrit à l'avance. Et pour moi, j'ai un très très gros problème à me dire que voilà, c'était écrit à l'avance qu'on naisse dans tel pays entre la famine et la guerre, que c'était écrit à l'avance qu'on naisse dans une famille qui est complètement dysfonctionnelle ou qu'on naisse avec, on va dire, une cuillère d'argent dans la bouche, avec une vie qui, en apparence, peut paraître simple, matériellement parlant, mais qui, psychologiquement, peut être aussi ravagée que l'Afghanistan, par exemple. Voilà. Donc, je pars du principe que prédire, au final, n'existe pas. Ça, c'est la voyance télé, celle que j'ai pu faire dans mes jeunes années. Et que la vraie voyance, elle prévoit, c'est-à-dire elle part de qui vous êtes, de où vous en êtes, de où vous en êtes arrivé, comment est-ce que vous vous êtes construit aujourd'hui. Et elle tente, par le biais d'hypothèses, en englobant toutes ces variables, justement, de prévoir la voie dans laquelle vous allez vous diriger en prenant en compte votre capacité de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, quoi qu'on en dise, si on le regarde en fonction d'un référentiel qui est très très proche de nous, de notre vie individuelle, eh bien on est sur un libre arbitre qui existe. Maintenant, si on recule et qu'on observe à partir du référentiel, par exemple, d'un pays, donc d'une masse, d'une population, on peut se rendre compte que le référentiel libre arbitre, il existe un peu moins, puisqu'il y a ce qu'on appelle des phénomènes de masse qui, parfois, sans s'en rendre compte, vont guider ou dicter justement nos comportements. Et notre, on va dire, libre arbitre dans le référentiel personnel va souvent se mettre je ne vais pas forcément dire en opposition, mais va rentrer de temps en temps en conflit avec notre libre arbitre, on va dire, sur la vision, sur le référentiel de masse, pour le coup. Donc, pour moi,
prévoir, c'est prendre en compte toutes ces choses-là, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer aussi bien sur le plan politique, aussi bien dans notre plan personnel, qui pourrait avoir des impacts et qui pourrait bien amener notre vie dans telle ou telle direction. Et ça prend pleinement, on va dire, son sens de prévision avec, j'ai l'habitude de dire, voilà, moi, mon métier, ça consiste à vous dire ce qui va se passer dans 80% des cas. Maintenant, c'est la voie majoritaire que je pense, que je pressens pour vous, que je prévois pour vous. Mais comme comme toute séance, on peut aussi faire des erreurs, on fait des erreurs, on continuera à en faire et Dieu merci, heureusement qu'on en fait d'un côté. Voilà. C'est clair. Donc humaniste parce que je vois l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire que je le vois avec ses interactions aussi bien familiales que professionnelles. Et donc du coup, j'englobe dans mes consultations pas uniquement que le côté prévisionnel, mais aussi le côté accompagnement parce que en tant que ex-professionnel de santé, j'ai toujours gardé en moi ce côté thérapeutique et j'ai beaucoup lutté contre ça. Et je me suis formé il y a à peu près un an en tant que psychopraticien. Et donc, du coup, j'aime mettre cet accompagnement en même temps. Donc, les gens qui viennent me voir savent que lorsqu'on vient me voir, on ne vient pas me voir pour des prédictions parce que je dis non, mais on vient me voir parce qu'on a une problématique à un moment donné dans sa vie, un problème dans son couple, dans son travail. On ne sait pas si on doit changer de travail, si on ne doit pas changer de travail. Est-ce que ce nouveau job, il serait bien ou comment faire en sorte pour se rabibocher avec ses parents ou ce genre de choses. Et au final, en liant les deux, eh bien, la cartomancie humaniste plus le côté psychopraticien, ça donne quelque chose que moi que j'ai appelé la psychocartomancie au final, et qui permet de donner un accompagnement supplémentaire. Et ça permet eh bien, à certaines personnes qui peut-être n'oseraient pas pousser la porte d'un professionnel psychologue ou psychiatre ou psy, peu importe, hein, hypnothérapeute, ou enfin voilà, tous ces professionnels qui vont travailler avec la psyché, eh bien d'avoir une approche, on va dire, un peu plus irrationnelle, entre guillemets, et plus acceptable en tout cas pour eux. Mais du coup, ça fournit de l'aide et ça permet d'avancer. Super, Voilà. c'est intéressant. Si je Ouais, suis pas clair, il faut me le dire. Hein. ouais, ouais. C'est je clair dans sais. ma tête, mais des fois, quand je dis, c'est pas forcément clair. Donc, faut pas Non, non, hésiter. là, c'est très clair, c'est très, très clair. Et du coup, tu as commencé à écrire des livres ou tu as fait ton jeu de cartes d'abord? Alors, j'ai commencé par écrire les livres. Alors, dans mes livres, il y en a deux qui sont sortis. Le premier, je vais le montrer. Le premier, c'est Oui. celui-ci. Il faut savoir qu'il y a une histoire très particulière. Je l'ai écrit il y a à peu près maintenant 6 ans. J'ai commencé à l'écrire et je l'ai mis en pré-vente, je l'ai mis en pré-réservation. Et à un moment donné, je butais, j'arrivais pas à l'écrire. Et je me dis, mais mince, je l'ai quand même mis en pré-réservation, il faut quand même que je le sorte. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas grand monde à l'époque, hein, il devait y avoir peut-être 20 ou 30 personnes qui m'avaient précommandé le bouquin. Je dis, il faut quand même que je le sorte. Et il y a une petite voix au fond de moi qui me disait, de toute façon, ne te presse pas, c'est pas le moment. Un jour, tu auras un éditeur qui va te prendre ton bouquin. Enfin, je dis, je suis pas Musso. Je dis, pour me prendre un bouquin, je ne suis personne, je sors de nulle part. Je dis, pour me prendre un bouquin. Et ben, au final, c'est arrivé où un jour, j'ai un éditeur de chez City Edition qui s'appelle Pierre Pernet et qui est venu me voir et qui m'a dit, est-ce que vous n'auriez pas un livre sous le coude? Ah ben, je dis, si, j'ai 10 chapitres. Je peux vous envoyer 10 chapitres. Et je lui envoie les 10 chapitres et il me dit, OK, banco, c'est parti, on y va. Mais je dis, vous ne voulez pas le livre en entier avant de me dire? Il me dit, non, 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 j'ai lu. Il me dit, ça me va, on y va. OK. Et puis, donc, ce premier livre est sorti en 2018. Et un mois après la sortie, ils m'ont dit, vous en avez d'autres en cours? Je dis, j'ai un tome 2 de celui-ci. Et puis, après, on peut en faire d'autres. Il me dit, je vous en prends 4. J'ai dit, ah. Donc, du coup, ça a donné naissance à celui-ci qui est sorti l'année dernière, pour le coup. Et, euh, et je suis un peu, donc je dois en rendre, non, ils m'en ont signé 3 de plus et je dois encore en rendre 2 et je suis en retard. Voilà, parce que je n'ai pas la liberté d'esprit de pouvoir écrire comme je le veux. Mais donc, du coup, la maison d'édition sait ce que j'écris et est très compréhensive. Donc, elle attend. Et je pense que si je ne leur rends pas le manuscrit pour la fin de l'été et qu'ils ne puissent pas sortir un nouveau bouquin en octobre, ils ne vont pas être contents. Donc, il y aura un 3e tome qui va sortir cette année au niveau du mois d'octobre, très certainement. En tout cas, c'est une très, très jolie histoire pour tes livres, hein. Oui, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire que je peux me forcer à faire quelque chose, mais si je sens que c'est pas le moment, ou si il y a un moment j'ai un frein, j'arrête. Et je n'ai pas de complexe à arrêter parce que je veux toujours essayer d'être le plus aligné avec mes choix et mes décisions au final. Et j'ai toujours fait ça avec mes choix et mes décisions. En 2012, j'ai créé un grand centre de voyance, donc qui existe encore, qui s'appelle malingo.fr. Et donc, je m'en suis séparé donc, à la fin de l'année dernière parce que je sentais que j'étais arrivé au bout d'un cycle et c'était plus dans, on va dire, dans mes vibrations, dans mes envies. C'était plus la voyance que j'avais envie de faire ou que j'avais. Donc, ça faisait déjà un an que j'avais décroché. Mais là, j'ai dit, il faut que je m'en sépare avant réellement que ça meure de sa belle mort, entre guillemets. Et j'ai dit, bah, c'est parti, je vais m'en séparer. En 3 jours, j'ai trouvé quelqu'un qui a voulu me le reprendre pour le coup. Donc, je fais tout voilà, quand ça se déclenche et en général, ça s'emboîte plutôt bien. Voilà.
C'est Alors chouette. après, c'est l'intuition, c'est le guide, le guide, c'est une petite voix dans la tête, c'est pas forcément quelqu'un, mais voilà, j'écoute toujours, je fais toujours attention à ce que je peux entendre ou ressentir sans être esclave, parce que j'écoute pas toujours, mais voilà, quand ça fait sens au fond de moi, j'écoute. Toi, c'est un don de naissance, du coup? J'ai toujours été comme ça. Ouais, toujours. Alors, de naissance, je pourrais pas te l'affirmer, mais en tout cas, depuis d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours vu, j'ai toujours ressenti des choses. Et au début, ça a été compliqué de le faire accepter parce que ma mère étant médecin, quand son fils vient et puis lui dit qu'il voit des choses un peu bizarres ou qui alors, quand j'étais petit, c'était vraiment très marqué et on avait des phénomènes un peu type poltergeist à la maison, c'est-à-dire qu'on avait vraiment des objets qui s'envolaient vraiment tout seuls, qu'on retrouvait dans les pièces à l'autre bout, alors qu'on avait. Enfin, ma mère était la dernière qui était sortie de la pièce, donc il y avait plein de petites choses comme ça qui ont commencé, on va dire, à lui mettre la puce à l'oreille. On vient de la campagne auvergnate, donc elle envoyait assez facilement voir des barreurs, voir des magnétiseurs, donc ça, elle y croyait assez. Mais tout ce qui était le phénomène voyance, même si elle, entre guillemets, elle y croyait, le fait que ça arrive à son fils, c'était quelque chose, on va dire que son fils essayait peut-être de se rendre intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, oui. du coup, quand j'ai passé les examens, on a simplement dit que j'étais un enfant avec une imagination débordante, quoi, pour le coup. Donc, on m'a pas trop cherché de problème jusqu'au jour où je n'arrêtais pas d'en parler et où ma mère m'a dit bah, faut que tu me prouves, en fait, faut que tu me montres, dis-moi des choses, prouve-moi que tu vois vraiment les choses. Et je lui ai fait des premières prévisions qui sont. Alors, ça s'est passé, je vais même te raconter pour la petite histoire. On était en vacances, on était en Angleterre. On a 5 jours, nos parents nous avaient emmenés 5 jours en Angleterre. Et les premières prévisions que j'ai eues, j'ai été paniqué parce que j'ai vu ma grand-mère tomber dans les escaliers. Ma grand-mère est veuve et j'ai vu personne n'était là en fait pour venir à son secours et qu'on l'a retrouvée plusieurs jours après décédée en fait en bas de ces escaliers. Sauf que ça, c'est arrivé 5 ans plus tard. D'accord. Voilà. Mais vu qu'on entre guillemets, on m'avait écouté, on avait fait enlever le radiateur qui se trouvait dans l'escalier contre laquelle je la voyais se cogner la tête pour le coup. Donc du coup, elle s'est cassée la clavicule, ça a demandé 3 bons mois on va dire, de réadaptation pour ressouder tout ça et elle s'en est bien sortie. Après, il y a eu par exemple la vente de la maison de mes parents, enfin voilà, où elle m'avait demandé quand est-ce que ça va se vendre, des choses comme ça. Et au final, elle s'est dit, OK, il y a quelque chose. Donc maintenant, dès qu'elle a une question, elle m'appelle, elle me la pose, mais elle sait qu'entre nous, il y a toujours un an de décalage. Donc, je vais lui dire des choses et je vais lui dire, oh, bah, c'est pour dans 3 mois. Oui, elle me dit dans un an et 3 mois, elle me dit. Parce qu'elle sait que, je ne sais pas pourquoi, pour elle, j'ai toujours un décalage d'un an voilà, dans ce que je vois pour elle. Donc, c'est déjà de tout jeune que tes parents. En plus, donc tes parents ont été sensibilisés et t'ont écouté sur tout ce que tu as mis en place après comme démarche. Alors, sensibiliser, bah, ils n'avaient pas trop le choix, hein, Ouais. parce que j'étais une vraie pipelette, donc ils n'avaient pas trop le choix. Après, ce qui m'ont soutenu, ça a été très compliqué quand j'ai quitté mon métier d'infirmier pour ne faire que ça, pour voilà, ne faire qu'exercer à temps complet. Surtout qu'à cette époque-là, j'ai eu la chance de commencer ma carrière d'une manière médiatique très très prononcée. J'ai fait pas mal de télé pour une chaîne qui s'appelle IDF1 en région parisienne qui font des émissions de voyance en direct. Alors si tu regardes quotidien sur TMC, bah, des fois ils s'en moquent un peu, donc c'est ces émissions-là. J'avais fait Énergie 12 tellement vrai, j'ai fait du France 4 aussi, j'avais fait du BFM TV, enfin voilà, j'ai fait plein de petites émissions qui m'ont permis de me mettre sur le devant de la scène. Et la seule chose que mon père me disait, il me dit, OK, moi, j'y vois pas d'inconvénient, mais je veux simplement que tu fasses les choses bien. Donc, c'était je dirais la droite ligne. Mon père a toujours été quelqu'un d'honnêteté, de droiture. Et pour pas le décevoir, enfin voilà, il fallait rester sur cette droite ligne. Et il a mis du temps, lorsque ses collègues lui demandaient, mais il fait quoi ton fils comme métier? Il a mis du temps avant de dire, bah, il est voyant. Voilà, ça a été un peu compliqué. Mais bon, maintenant, ça le fait, on en rigole, ça se passe très bien. Avec ton père aussi, tu as un décalage, je te demande aussi ou? Alors non, mon père me demande rien. Alors pourquoi il me demande rien? Parce qu'en fait, de son côté, il y avait des sourciers en fait de son côté, donc D'accord. sourciers, magnétiseurs, et les hommes de la famille qui pratiquaient ça ont toujours eu des problèmes cardiaques et sont décédés assez jeunes, c'est-à-dire avant 60 ans. Donc, du coup, mon père, c'est plus quelque chose qui l'inquiète. Et je me souviendrai toujours, donc en Auvergne, on avait un ami qui s'appelait Guy, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qui était sourcier. Et il utilisait des baguettes de noisetier. Et moi, j'étais tellement fasciné par ça qu'il voulait m'apprendre, en fait, pour le coup. Donc, il se mettait derrière moi, il mettait ses poignets il mettait ses mains sur mes poignets, il me donnait la baguette et en avant, on allait chercher les sources. Et un jour, mon père m'a surpris, je me suis pris une engueulade
Parce que je pense qu'au fond, c'était la peur du père Ouais. que ce qui s'est passé pour les hommes de la famille, entre guillemets, se transmettent un petit côté transgénérationnel, même s'il ne met pas le mot dessus, si tu veux, mais que cette même chose revienne. Donc, du coup, pour lui, il ne fallait pas toucher au pendule, il ne fallait pas toucher aux baguettes. Et pourtant, il ne peut pas porter de montre. S'il porte une montre, en une semaine, il t'a déchargé la pile et puis la montre, tu es obligé de changer la pile tout le temps. Donc, du coup, il ne porte pas de montre. Il a on va dire une clairvoyance et un nez fin. Il sent les choses, mais de manière extraordinaire. Mais il n'arrive pas, ou il ne veut pas, ou ça bute, mais en tout cas, poser le mot dessus. Donc, on en parle. Je sens bien que des fois ça l'intrigue, mais voilà, on ne va pas poser plus loin et on ne va pas chercher plus loin. Ma mère, elle, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. On en parle. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que ça va bien se passer? Est-ce que. Voilà, une maman. Non, mais c'est bien aussi, hein, quelque part. Voilà, si tu as les deux. Bah, après, j'ai toujours fait en sorte de, comment dire, de toujours rationaliser ce que je disais. C'est-à-dire que lorsque j'énonçais des choses, je me demandais toujours avant si c'était vraisemblable et j'ai toujours fait en sorte de pas aller me percher sur les cimes. D'une, de par mon métier d'infirmier, parce que ça permet de garder les pieds sur terre. Hein, et voilà, quand le problème de on va dire, je ne vais pas utiliser le terme spiritualité, mais je vais dire de l'ésotérisme, parce que pour moi, c'est plus de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances qui maintenant se mêlent au New Age, et quand les gens n'ont pas la réponse en fait à ce qu'ils sont en train de vivre, ils vont choisir une explication complètement fumeuse que la science a déjà expliquée, et au final, on n'arrive pas à leur faire entendre raison que la science, ce n'est pas une ennemie et qu'elle explique des choses en fait. Et que même si elle n'explique pas tout, elle ne dit pas que certaines choses n'existent pas, elle ne dit pas les barreurs de feu, ça n'existe pas, même au contraire, elle les fait venir dans les hôpitaux. Mais elle n'est pas capable d'expliquer. Par contre, quand on va parler du phénomène de déjà-vu, par exemple, ça, la science a supposé que c'était une micro-rupture de l'information dans le nerf optique, pour le coup, qui donnait une double impression sur, on va dire, la rétine et sur les cellules, on va dire, grosso modo. Donc, c'est pas autre chose que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. j'essaie toujours de modérer, de pondérer mes propos pour rester toujours ancré, toujours essayer euh, comment dire, de vérifier, de sourcer ce que je vais dire, parce que je pense que ce milieu-là, il en a besoin. Il a besoin justement de lumière et d'être tiré justement vers le haut. Toi qui es infirmière, tu le sais, hein, on en entend des vertes et des pas mûres, et moi, j'ai pas envie de tomber dans comment dire, dans le côté théorie du complot. J'ai ma partie privée où je crois ce que je crois, et j'ai ma partie publique où je ne peux pas croire n'importe quoi. Enfin, je vais te donner un exemple très concret. Tu vois, par exemple, les anges. Est-ce que tu crois aux anges? Oui, allez, Ah, oui. on va dire, ok. Bon, ben moi, j'y croyais pas. Alors, on va dire, c'est quand même, il y a des gens en conférence, ils m'ont dit, mais c'est quand même fou pour un médium, vous communiquez, vous savez pas avec qui, et puis des défunts, et puis, mais vous croyez pas aux anges, mais il vous faut quoi de plus? Ben, je lui dis, je sais pas, ça n'a pas de place pour moi, je n'arrive pas à trouver la place, le sens de tout ça. Alors, quand tu dis ça aux gens, c'est, oh. Et je dis, attendez, je vous dis pas qu'ils n'existent pas, je vous dis simplement que moi, il y a pas de place. Je ne suis pas en train de vous convaincre qu'ils n'existent pas, je suis juste en train de vous dire que moi, je le ressens comme ça, mais ça correspond à mon chemin d'aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, on va se revoir, je penserai complètement différemment et j'y aurais trouvé une place justement aux anges, mais pas aujourd'hui. Et à un moment où j'étais en train de m'endormir, j'étais entre l'éveil et le sommeil. Alors moi, c'est ce que j'appelle des moments de béatitude. Ça arrive 2-3 fois dans l'année, si tu veux, et tu sais plus trop où tu es. Alors en général, dans ces moments-là, moi, c'est comme si je visualisais que j'étais dans la Voie lactée. J'adore les étoiles. Enfin, voilà, je me balade dans l'espace. C'est bien. Et ce jour-là, eh ben, j'étais dans l'espace, mais sauf qu'il y avait quelqu'un. Alors d'habitude, il n'y a jamais personne. Et qui s'approche de moi, qui me dit bonjour, je suis ton ange, je m'appelle Ariel et je vais te montrer des choses sur ce qui va se passer pour toi sur on va dire les 2-3 années qui viennent, et puis des choses voilà, pour le monde. Manque de bol, je ne me rappelle absolument pas de ce qu'il m'a montré pour le monde. Je me suis rappelé que ce qu'il y avait pour moi. Voilà, très égoïstement, je me suis rappelé que ce qu'il y avait pour moi. Et tout ce qu'il m'a dit, ce sont des choses qui se sont avérées vraies, qui ont été confirmées par un collègue avec qui je travaillais à l'époque, par un confrère, un mentor à l'époque, qui était Rénal Roussel, et qui lui avait vécu la même expérience, et c'est cette expérience-là qui nous a fait nous rencontrer d'une certaine partie. Mais quand je me suis réveillé de cette espèce de rêverie, là où je ne savais pas trop où est-ce que j'en étais, j'ai dit, tiens, tu vas voir, l'ange Ariel. Alors j'ai pris Google, j'ai tapé l'ange Ariel, et je suis tombé sur un site qui expliquait les anges. Dans la Kabbale, l'ange Ariel, ce site-là expliqué, s'occupe des gens nés entre le 8 et le 12 novembre. Je suis né le 10 novembre. Non, mais je me suis dit, sérieusement. Donc, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc. Alors, en fonction des livres, ça diffère. On en a, ils vont s'occuper un tout petit peu moins avant novembre, d'autres un tout petit peu. Bon, apparemment, ils ne sont pas tous d'accord là-dessus, mais moi, sur ce que je suis tombé, c'était entre le 8 et le 12.
quand même, cette affaire-là, c'est quand même fou. Bon, mais ça ne me permet pas de dire que les anges existent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Voilà, il y a quelque chose, mais tant que je n'aurai pas compris comment ils sont organisés, à quoi ils servent, ils sont là pourquoi. Alors les gens, ils disent, ils sont là pour nous servir. Je dis, oui, je veux bien, mais j'ai un peu de mal avec la conception que j'ai des serviteurs célestes, entre guillemets. Mais pourquoi pas? Je dis, peut-être que ça fera sens dans quelques années pour moi. Ouais, c'est Voilà. bien. C'est la recherche de prendre ce qui est juste pour toi au bon moment. C'est ça, exactement. Et c'est comme j'explique aux gens quand je fais des conférences, je dis c'est pas parce que je suis devant le podium, que je suis devant vous et qu'on est 200 dans la salle qu'il faut croire sur parole ce que je suis en train de vous dire. Je dis, je suis en train de vous raconter moi ce que je pense, comment je le sens, comment je le vis. J'ai absolument pas la science infuse et vous devez prendre des petits bouts par-ci, par-là et vous dire est-ce que ça me parle ou est-ce que ça me parle pas. Si ça parle pas, faut laisser de côté. Si ça vous parle, c'est ok, c'est cool. Mais on a tous une vérité individuelle et je suis sûr et certain que si on mettait tous en commun nos vérités individuelles, on obtiendrait la grande vérité universelle pour le coup. Mais voilà, il faut respecter les croyances et enfin, voilà, les croyances de chacun et pas essayer d'aller convaincre l'autre que moi j'ai raison, que moi je suis le meilleur, que moi je suis génial. Non, non, on s'en fiche. On est bon pour quelqu'un comme on peut être mauvais pour son voisin. Enfin, c'est très, très Totalement. personnel la Mm, relation. totalement. Et du coup, donc après les livres, il y a eu le jeu. Alors, en même temps, En en même même temps, temps, en même il y a temps. eu, ça devait être une année de boulot alors du coup. Hein. Ouais, ça a été une année très très chargée. Alors, il faut savoir que le jeu, la première partie est sortie en 2018 officiellement. Elle est sortie à grande échelle dans le magazine Vous et votre avenir. Je ne sais pas si tu connais. Ah non. C'est un magazine spécialisé dans les arts divinatoires et les horoscopes. Et à l'époque, j'étais en charge de leur rubrique courrier des lecteurs. Donc, voilà, les gens envoyaient leurs questions par courrier. J'adore encore le vieux côté traditionnel justement de la voyance par courrier. C'était assez sympa. Et donc, les gens envoyaient leurs courriers et donc, du coup, ils m'ont fait le plaisir d'offrir à tous leurs lecteurs en fait mon jeu. Donc, dans Vous et votre avenir. Et ça a tellement bien marché qu'ils m'ont dit on va faire pareil avec la deuxième partie, puisqu'ils savaient qu'il y avait une deuxième partie qui allait arriver. Mais par contre, il faut savoir qu'il est créé depuis bien plus longtemps, il doit y avoir au moins 4 ans ou 5 ans, que moi j'avais déjà les cartes sur des bouts de papier, j'avais pas les dessins, mais j'avais déjà les noms et les significations des cartes sur des bouts de papier, jusqu'au jour où j'ai rencontré le peintre avec qui ça a collé et qui m'a mis en image justement ces cartes, où je lui ai dit écoute, voilà la description de la carte, voilà ce qu'elle veut dire, voilà les symboles que j'ai envie, que je veux, que j'imagine. Je dis maintenant le style, ce que tu fais, ce que tu veux. Je dis tu me fais du collage, de la peinture, de la mosaïque, ce que tu veux. Je dis c'est toi et je reviendrai jamais dessus. Et on a toujours respecté le contrat. Il y a simplement une carte, une seule carte sur laquelle je lui ai demandé de faire des toutes petites modifications qu'il a accepté de faire parce qu'il n'était pas tout à fait satisfait. Mais sinon, c'est graphiquement parlant, c'est sa création pure. Voilà, sur le côté pensée, construction, c'est moi. Graphiquement parlant, c'est lui pour le coup. Il s'appelle Joël Boitouzé et s'il nous regarde, je l'embrasse. Tu disais qu'il était en deux parties ton jeu, donc du coup. Oui. Alors, il s'appelle le Petit Mort, et il est constitué de ce que j'appelle deux decks. Alors, un deck, c'est 21 cartes. Donc, on a le deck majeur qui, lui, va servir pour faire le tirage principal. Et on va avoir le deck mineur, donc c'est 21 cartes, qui lui va servir à faire ce que j'appelle la technique de la recouvrance, c'est-à-dire recouvrir certaines cartes, pas toutes, en fonction de leur position, et qui va apporter vraiment une précision sur l'aspect spirituel, psychologique, émotionnel, état d'esprit, sur comment moi je le vis à l'intérieur ou comment l'autre le vit à l'intérieur de lui-même. Parce que voir des faits, c'est beau, voir un nouveau contrat, voir un déménagement, c'est super bien. Mais des fois, le déménagement qu'on aimerait, il n'arrive pas. Le nouveau contrat, il n'arrive pas. Ou la reprise de la relation avec son ex, elle ne vient pas. Et on ne comprend pas pourquoi. Le mineur, il est là pour faire dire, oui, toi, tu as peut-être envie de retourner avec ton ex, mais est-ce que lui, il a envie? Il pense quoi de toi? Tu vois ce que je veux dire? Ah Donc, ouais, le je mineur, il comprends, ouais. sert à ça. Le mineur, il sert à mettre en lumière vraiment la psyché, entre guillemets, humaine. Et il y a différents types de tirages. Le tirage psychologique qui permet de voir vraiment l'état d'esprit, les grandes craintes, les grandes réussites qui sont valables sur l'état du moment. Ensuite, il y a un tirage des 3 domaines qui permet de faire on va dire des synthèses de 2 domaines pour pouvoir trouver ce qui les lie et pour pouvoir raconter l'histoire. Et c'est gens, au travers de l'oracle, au travers des différentes formations, justement, la cartomancie, où je leur explique qu'il ne suffit pas juste de prendre un jeu et déjà de faire un tirage en croix, parce que le tirage en croix classique, il est un peu compliqué. Hein. Le pour, le contre, je ne sais plus ce qu'ils disent, alors moi je dis le blocage à l'avenir, et puis en 4, ils disent la résultante, ou déjà, moi, le mot résultante, je ne le comprenais pas, mais je dis, mais comment les gens, en fait, ils comprennent avec résultante? Je dis, ça veut dire quoi? Donc, du coup, c'est un tirage que j'ai repris, remanié au fil des ans, jusqu'à arriver à quelque chose qui, moi,
me semble beaucoup plus clair. En un, la situation actuelle. En deux, ce qui pose problème actuellement. En trois, ce qui va poser problème. En quatre, la réponse à la question. Et en cinq, le conseil qui relie toutes les cartes et qui permet de faire tourner tout ce petit monde ensemble pour le coup. Et ensuite, on fait des recouvrances et on va plus loin. Enfin, la cartomancie, c'est quelque chose qui me passionne. Je pourrais t'en parler pendant des heures, quoi. Ah, mais ça donne envie en tout cas, hein, parce que moi qui suis pas une frustrée de la cartomancie, mais qui me dit toujours que je n'y arriverai jamais, en définitive, là, tu donnes l'eau à la bouche, hein, vraiment. Ben, moi, je pars du principe que la cartomancie, comment dire, c'est à la portée de tous. Mais déjà, pour bien commencer, il faut déjà avoir le bon outil. Alors, il y a plein d'oracles qui existent. Alors, on parle que des oracles, hein, pas du tarot de Marseille. Il y a plein d'oracles qui existent. Et alors, ils sont certes très jolis, mais ils ne sont pas tous efficaces. Parce qu'il faut savoir que les maisons d'édition, elles commandent des oracles à des gens qui vont sortir un oracle en 2 mois, mais qui ne sera pas un oracle qui aura été, entre guillemets, productif. À la différence, par exemple, d'un Béline qu'on connaît, connaît et reconnaît. Hein, on le connaît dans tous les angles. Il y a assez d'experts du Béline. Enfin, je veux dire, voilà, 3600 interprétations, enfin, je veux dire, associations. Il n'y a aucun problème, il est maîtrisé, celui-ci. Pareil pour l'oracle G de Gérard Barbier, pareil pour l'oracle des miroirs de Dimitri, pareil de Dimitri d'Alphonse Durville. Voilà, c'est des jeux qui sont connus, c'est des jeux qui sont efficaces. Et on a des jeux qui sont beaucoup plus spirituels ou psychologiques, l'oracle des chamans, l'oracle des animaux totems, l'oracle des fées, voilà, qui sont des oracles qui sont beaucoup plus spirituels, psychologiques. Et donc, du coup, quand on va leur demander une question concrète, matérielle, bah, ils vont buter. Et pourquoi est-ce qu'ils vont buter? Parce qu'ils n'ont pas les cartes pour. Donc, on va essayer de se dépatouiller avec des cartes transition, mutation. Enfin, même moi, j'y arrive pas, tu vois, avec ces cartes-là. Alors, il y a des gens qui arrivent, hein, mais enfin, c'est pas les meilleurs outils. Voilà, une carte qui s'appelle déménagement, ça veut dire déménagement. Voilà, une carte qui s'appelle rupture, ça veut dire rupture. Une carte qui s'appelle amour, ça veut dire amour, quoi. Voilà, tu vois. Et c'est pas des choses tarabiscotées. Donc après, c'est ce que j'appelle des jeux soit factuels ou soit mixtes. Donc il faut déjà avoir le bon outil. Et si on comprend que les cartes, eh bien, elles font appel aux représentations archétypales qu'on a en tête, elles vont pas chercher les informations ailleurs. Ou les gens disent oui, il faut être connecté pour tirer les oracles. Non, il faut être connecté avec soi. De l'autre côté, c'est l'intuition, mais ce n'est pas les oracles qui connectent avec l'autre côté. J'ai les oracles, c'est l'alphabet de l'invisible, de notre invisible à nous, à l'intérieur, hein, de notre intuition, de notre âme. Et donc, du coup, bah, si par exemple, je vais te donner une carte. Allez, bouge pas. Tu as le temps pour un petit exercice? Les chiches. Sinon, tu m'arrêtes parce que alors moi, dès que tu me lances à parler des oracles, après, moi, je suis. Tiens, allez, regarde. Celle-ci, je ne sais pas si tu la vois bien. Corbeau. Ouais, corbeau, on la voit bien. À quoi ça te fait penser? Ah, au départ, moi. Ouais. À Au quoi d'autre? départ, et à la maladie, au noir. Ouais, au Ouais, noir, aux choses sales, aux ouais, ça, choses de la maladie, mm, effectivement. Et exactement. Et alors, quand tu es dans une situation qui est un peu noire, qui est un peu compliquée, tu as soit la possibilité de rester sur ta branche et attendre que ça passe, soit tu as la possibilité d'essayer de t'envoler vers la lumière, de trouver une autre option pour le c'est coup, ça, tu ouais. vois. Et tu vois, voilà, sans connaître mon jeu, une carte, voilà, tu as compris déjà le fond du sens. Ouais. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes, parce que c'est comme ça que la cartomancie, elle devrait être simple, parce que c'est comme ça qu'on l'aime et c'est comme ça qu'on la rend efficace avec le cœur. Moi, tu lis le psyché aussi, hein, et moi, le psyché, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie travailler. Donc, je pense que Ouais. ça aussi, c'est peut-être quelque chose aussi qui me touche. Ah oui, oui, Mm. oui, oui, ça c'est Parce que sûr. le psyché, dans les jeux, on est bien d'accord que c'est compliqué d'aller chercher quand même. Alors, c'est compliqué. Et encore une fois, il faut que tu aies le bon outil pour aller le chercher. Ouais, Il voilà, faut que c'est tu aies ça. le bon outil, il faut que tu aies la bonne façon de faire. C'est-à-dire que des fois, les gens, ils prennent les cartes et ils disent, bah oui, les gens, ils font des tirages, ils font une croix. Alors moi aussi, je fais une croix, ou alors je les étale en ligne, ou alors j'ai des gens, alors ils en mettent il y a là, dans tous les sens, où ils confondent la guidance avec la voyance. Mais je leur dis, mais c'est pas du tout la même chose. Je dis, donc, la psyché, ça peut se voir. Maintenant, par contre, il faut avoir une grande humilité quand on regarde la psyché des gens. C'est ne pas oublier que ce ne sont que des bouts de papier et que 4 ou 8 cartes ne suffiront pas à analyser ou à comprendre la psyché entière. On va appeler ça l'âme en psychanalyse, par exemple, ne vont pas permettre de comprendre l'âme en entier d'une personne. Enfin, il faut être voilà, très, très humble par rapport à ça. Mais c'est possible. Ouais, c'est cool. C'est cool. Du coup, et alors, quand tu fais des conférences, Hmm. tu as des sujets privilégiés? Alors, les conférences, en général, c'est des débats. C'est des grands débats sur le thème de la voyance, l'au-delà et l'invisible. Donc, on parle un peu de tout. C'est-à-dire que moi, je fais
on va dire, une grande explication, c'est interactif et les gens, quand ils ont des questions, ils lèvent la main et ils expliquent ou ils posent une question et ils disent ce qu'ils pensent ou ce qu'ils pensent savoir ou ce sur quoi ils aimeraient avoir des explications. Et ça permet pendant 1 heure et demie à la salle d'échanger, de débattre et ça permet surtout aux gens de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls parce qu'il y a plein de gens qui vivent des choses qu'ils qualifient de bizarres ou d'un peu paranormales. Ils n'osent pas en parler. Alors, des fois, il y a des choses, elles sont réellement paranormales et des fois, il y a des choses, elles sont absolument normales. C'est Je me souviens de quelqu'un qui est venu, et puis on le voit aussi sur Facebook, parce que des fois on m'envoie des. Alors moi je ne vois rien dans les photos. Je ne sais pas si toi on t'envoie des photos, mais moi on m'envoie des photos, et puis on me dit là, vous voyez, là il y a un esprit. Alors, je dis, faites-moi un trait rouge autour, parce que je dis, moi je suis nul là-dessus, je ne vois rien. Et des fois il y a des gens, ils envoient, il y a un petit point lumineux. Et je dis non, ce point lumineux, c'est pas énorme. Je dis, vous avez pris votre photo face au soleil, c'est votre téléphone portable avec l'objectif à l'intérieur. Donc ça permet de rétablir certaines choses, de valider certaines autres choses qui sont réellement sans explication. Et ça permet de rassurer aussi les gens. Donc ça, c'est bien. Et puis, ces conférences-là, il y a une deuxième partie, c'est la partie contact médiumnique. Et on ne va pas se mentir, je pense que les gens viennent quand même un peu plus pour ça que pour mes beaux yeux. Je pense que c'est plus pour la partie contact médiumnique. Donc, comment ça se passe? Les gens ils viennent avec la photo d'un défunt. Alors moi je suis très pénible, je veux pas des photos d'identité, je veux des photos minimum 10 par 15, enfin voilà, des photos belles, pas de noir et blanc si possible, avec des en vie, voilà, dans la vie, pas une photo guindée de mariage ou pas une photo où le défunt il est complètement bourré sur sa photo, enfin un peu de respect pour les gens, quoi, donc une photo bien. On pose ça sur la table, une par famille parce qu'en général on est nombreux et sinon je me retrouve avec 100 photos sur la table, voilà. Et l'objectif c'est pas de faire 100 connexions parce que c'est impossible. Sans connexion, c'est juste pas possible. Donc, c'est vraiment de dire, voilà, si j'arrive à avoir 8, 15 messages, c'est bien. C'est-à-dire que ça va donner quelque chose déjà à ces gens qui sont venus. Et peut-être que ceux qui n'auront rien, ça va leur servir aussi à comprendre que ça peut exister. Et quand je dis un message, c'est pas coucou, ça va bien, je suis bien arrivé de l'autre côté. On est vraiment sur des choses qui sont précises, qui ont. Enfin, que seul le vivant peut reconnaître. Mes 2 livres sont remplis d'exemples de conférences et chaque personne dont je parle à l'intérieur du livre, j'ai demandé son autorisation de faire figurer son passage et je leur ai fait relire avant. Pourquoi? Parce que c'est très facile dans un livre de raconter tout et n'importe quoi. On peut inventer. Mais sauf que là, les passages de conférences, il y avait 100, 150, 200, même jusqu'à 400 personnes à Salon de Provence pour voir, tu vois. Donc, c'est le fait de montrer que ça existe, que ce n'est pas forcément toujours ce qu'on croit, le contact médiumnique, mais que lorsqu'est venu le jour de recevoir un message et lorsque c'est le moment, c'est quelque chose de magnifique. Faut le prendre comme un cadeau. Des fois, il y a des messages, ils sont très courts. Je me souviendrai toujours d'une dame qui était venue à Burgig. Elle avait mis la photo de son fils sur la table. Déjà, c'était une photo en noir et blanc. Alors moi, ça m'avait froufrougné. J'avais dit pourtant pas de noir et blanc. Mais bon, elle était posée, elle était en noir et blanc. Je fais pas, voilà, je dis rien. Je ferme ma bouche une fois que c'est fait. Donc, et je voyais la photo, elle vibrait. Alors quand je dis elle vibrait dans ma tête, dans ma vision à moi, elle vibrait comme ça. Et je prends la photo et la seule chose que j'entends, je vois personne, je fais que entendre. Je suis toujours votre fils. Je dis, alors, c'est à qui cette photo? Et il y avait la maman, puis il y avait le papa à côté, il lève la main. Je dis, écoutez, je n'ai rien d'autre à vous dire que je suis toujours votre fils. Ne me demandez pas autre chose, j'ai que ça. Si ça vous va, c'est bien, si ça ne vous va pas, tant pis. Et là, la maman, en fait, m'explique que cet enfant était un enfant qu'ils avaient adopté, que ses parents biologiques étaient décédés, qu'il avait renoué contact avec ses parents biologiques de son vivant et qu'elle n'avait qu'une seule peur, c'est que en passant de l'autre côté, eh bien, il ne les considère plus eux comme ses parents, mais qu'il considère ses parents biologiques comme ses vrais parents. Donc, en fait, il répondait à la seule interrogation qu'elle avait et ça lui a juste suffi. Elle avait juste besoin de ça. C'est trop beau. Voilà, tu vois, c'est ça le contact. Et des fois, il y a des contacts plus longs. Je me souviens, c'était pas Reims, non, à Épernay, dans une petite ville à côté d'Épernay. Je vois un défunt qui arrive du fond de la salle. C'était un homme très élancé. Il avait des bottes à talons. Il avait un boa autour du cou. Je dis, oh là là, je dis, comment? Bon, alors je regarde sur ma table, je dis à qui ça peut correspondre. Puis je vois la photo d'un jeune. Je prends et puis je vois ça, une jeune fille au fond de la salle qui lève la main. Je dis, c'est qui? Elle me dit, c'est mon frère. Je dis, d'accord. Je dis, il était un peu exubérant, votre frère. Hein. Je dis, il aimait bien se déguiser, il aimait bien. Elle me dit, ah oui, 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 oui. Il me dit, il était drag queen. Je dis, il faut me rassurer. Je dis, oh, mais c'est bien lui, il est là. Donc, tu vois, des fois, il y a des choses où tu te retiens de dire parce que tu sais pas si. Alors, je pars toujours du principe que si le défunt il se montre comme ça, c'est qu'il autorise, entre guillemets, que je le décrive comme ça. Sinon, il serait venu, voilà. Mais imagine qu'elle soit pas au courant que c'était sa passion, qu'il était drag queen et que là, au final, il arrive, il se présente comme ça. Oui, il avait des talons hauts, son boa rose autour du cou, puis
c'est voilà. Puis des fois, c'est émotionnel, c'est fort. Donc, c'est ça une conférence. Enfin, faut venir le vivre pour le, comment dire, je veux dire pour le croire. C'est pas le but des conférences de croire, mais Le ressentir, moi, je ouais, dirais. voilà, pour le comprendre, pour le ressentir, quoi. Il faut le vivre. Mm. Alors après, je vais pas te mentir, cette année 2020, c'était ma dernière année, enfin, c'est normalement ma dernière année de conférence parce que tous les ans, depuis 5 ans maintenant, je fais une tournée avec, normalement, il devait y avoir 7 dates cette année, puis au final, on en avait booké 13 parce que je sais jamais dire non. Voilà. Mais qui ne se fera pas malheureusement cette année à cause du coronavirus. Et j'avais décidé de plus en faire parce qu'il y a eu comme une espèce d'effet de mode et il y a plein d'associations qui se sont montées et qui. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de. J'espère que je ne vais pas te vexer. Je ne sais pas si tu fais Non, ça, non, mais vas-y. j'espère que je ne vais pas te vexer. Mais qui, par exemple, tous les 15 jours, font venir un médium différent, ou tous les week-ends. Et ça m'est déjà arrivé d'aller dans ces associations. Et du coup, maintenant, je ne veux plus y aller. Et je veux plus trop faire de contact médiumnique comme ça en salle. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent me voir, avant, ils allaient voir que des médiums, entre guillemets, indépendants. Maintenant, ils vont dans des associations. C'est génial parce que les associations, ça donne vraiment une ouverture d'esprit et ça, c'est cool. Mais il y a des associations, elles sont que tournées sur la médiumnité. Donc, tous les 15 jours ou toutes les semaines, ils reviennent avec la même photo, chercher un message. Le contact défunt, pour moi, pas une thérapie. Si le vivant en ressort quelque chose de thérapeutique, tant mieux, mais le contact spirituel en lui-même, pour moi, n'est pas thérapeutique. Et je trouve qu'au final, c'est euh, ne pas aider la personne à avancer dans ces étapes du deuil et faire en sorte qu'elle, enfin, pas faire en sorte, mais la laisser un petit peu dans cette étape de marchandage, de Mm. négociation, en disant je continue, je garde le lien. Moi, je dis toujours aux gens quand ils viennent me voir, par exemple, en consultation, par exemple, pour du contact médiumnique, ça se fait qu'en face à face. Je ne fais pas ça par téléphone et les gens donnent ce qu'ils veulent. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de tarif, les gens donnent ce qu'ils veulent. Je leur dis profitez-en, on se voit une fois, mais à mon avis, ça sera la seule parce que c'est très rare quand je revois les gens une deuxième fois et jamais une troisième fois. Je dis, si j'accepte de vous revoir une troisième fois, c'est vraiment que vous me plaisez beaucoup, que je vous aime beaucoup, que ça a vraiment, c'est passé entre nous. Mais je dis sinon, voilà, 2 fois, c'est vraiment le grand, grand maximum. Et encore, il faudra laisser passer du temps, 1 an, 2 ans, enfin, entre. Parce que pour moi, il y a pas de suivi. C'est ma pratique. Je ne dis pas qu'elle est meilleure qu'une autre. Je ne dis pas que c'est la bonne façon de faire. Mais c'est comme ça que je le porte en moi, en tout cas. Je suis Nous, pas tout seul. on a deux qui viennent faire des contacts défunts, mais c'est Mhm. à 6 mois d'intervalle. Hein, donc, Oui, ben voilà, tu vois, voilà. ça c'est bien parce que six Oui. mois, ça permet aussi d'avoir d'autres personnes, tu vois, les gens Oui, parlent entre eux, ça amène d'autres personnes, donc c'est bien. Mais je t'assure qu'il y a des oui, associations on en a aussi. toutes les semaines. Mm. Alors je pense que le but d'apporter quelque chose à l'autre, je pense qu'il est dépassé là pour le coup. Voilà. Mm. Donc Ouais. Nous, quand on fait les contacts défunts, enfin les médiumnités publiques, c'est vrai que j'ai tendance à dire que, en fait, même si les gens ne reçoivent pas de message, quand le message est donné à quelqu'un, en fait, malgré tout, il faut tendre l'oreille parce qu'il peut nous toucher à nous aussi. c'est ça, Mm. exactement, c'est Et ça. c'est là où est la plus belle aventure, moi, je trouve. Enfin, voilà, c'est. Ah puisque tu connais ton organisme, donc tu vois c'est fort. Enfin, tu Ah vois oui, quand c'est la très connexion fort, est oui, oui. bien là, Mm. voilà, bon, tu as la personne qui reçoit le message. Alors soit elle est tétanisée, elle sait plus quoi dire, et puis voilà. Soit elle peut être sereine, ou soit elle peut pleurer. Et puis tu as souvent des gens dans la salle qui sont pris par l'émotion aussi, Mm. quoi. Donc du coup ça se transmet. Et puis les gens à la pause, ils parlent entre eux, ça crée des liens, des gens qui se retrouvent après sur les réseaux. Enfin, c'est beau, c'est chouette, mais il faut pas que ça devienne une addiction. Mm. C'est ça. Tu as déjà eu des animaux, toi? Ça m'est déjà arrivé d'avoir des animaux. Parce que du coup, ils ne te posent pas la photo, là, les gens. Ah si, si, Ah si, si? si, si, Ah bien sûr, oui, si. ah, c'est Alors, génial. en fait, je vais te dire, les gens venaient plutôt en privé, tu vois, me demandaient plutôt un rendez-vous pour venir en privé, jusqu'au jour où, à une conférence, quelqu'un est venu à poser la photo de son berger allemand. Et je ne sais pas par quel miracle, enfin, par quel miracle, ça s'est su. Et dans toutes les conférences qui suivaient, j'avais de tout, hein. J'ai eu des lapins, j'ai eu des bichons maltais, j'ai eu des chats, j'ai eu de tout. Les animaux, alors c'est un peu compliqué. Pourquoi c'est un peu compliqué? Parce que l'être humain est toujours persuadé de bien faire pour son animal. Et quand l'animal te dit le contraire, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas que j'aime pas les animaux, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus. C'est pas ma spécialisation. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi voilà, qui font. Moi, je préfère m'occuper des humains. Voilà.
Le côté infirmier revient. Oui, oui, oui. Non, mais sans doute, hein, sans doute. Après, je vais te dire, voilà, moi, j'avais un tout petit Yorkshire qui s'appelait d'Orange, qui a été, moi, tu vois, je vais dire assassiné parce que pour moi, c'est vraiment un assassinat par le berger allemand de mon voisin. Pendant un mois, il est resté chez moi. J'en pouvais plus. C'était une torture. Je le voyais, il sortait sur le balcon. Je lui dis, mais quand est-ce que tu t'en vas? Je dis, mais va-t'en. Je lui dis, c'est une torture de te voir tout le temps là. Pour moi, j'en pouvais plus. Donc après, est-ce qu'il y a ça qui fait que j'accroche peut-être moins avec les animaux, même si je peux le faire, mais voilà. Oui. Bah, après, tu es toujours dans ta justesse pour toi-même, hein. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je ne veux pas me forcer à faire quelque chose qui serait pas OK en fait avec moi parce que je veux faire les choses avec cœur. Et si c'est pas OK avec moi, je sais que je le ferai pas avec cœur. Tu vois? Oui, oui. Si quelqu'un me pose un jour une question et que sa question, elle, pardonne-moi l'expression, mais elle m'emmerde, je vais répondre, vous m'emmerdez avec votre question. Mais les gens connaissent, savent que je suis comme ça, mais ils savent que voilà, je donne beaucoup. La conférence, elle commence à 14h, elle termine à 17h30. À 19h, on est toujours en train de parler, quoi, tu vois. Enfin, voilà, tant qu'il y a du monde qui attend pour me parler, pour me poser une question, je suis là, j'attends, je reste. Parce que je suis comme ça. Mais je veux dire, j'ai mes petites règles, mon petit côté un peu scorpion. Tu sais, voilà, j'ai mes petites règles. Je Voilà. crois qu'on a tous nos règles. Ouais. On a toutes nos croyances et toutes nos C'est règles. ça, c'est ça. C'est ça. En tout Mais cas, ça fait du bien de parler avec des gens qui sont pareils que nous. ah C'est, oui, oui, ça c'est clair. Et c'est pas le truc, si tu veux, c'est que dans ce milieu-là, et ce qui est bien dommage, c'est qu'il n'y a pas énormément d'échanges, si tu veux. Donc du coup, euh, bah, c'est dommage parce que, par exemple, tu vois, quand j'ai rencontré alors, je sais pas si on peut dire mon mentor, si c'est, enfin, en tout cas, c'est un médium qui m'a appris beaucoup de choses, en tout cas, qui m'a sur le contact des fins, parce que bon, sur la voyance, non, mais sur le contact des fins, qui m'a montré, qui m'a expliqué beaucoup de choses. Tu vois, comme par exemple le guide. Voilà, le guide. Moi, j'avais 19 ans, j'entendais tous les gens dire mon guide me dit que. Oh, et moi, j'ai personne qui me dit que. Moi, j'ai dit, mais moi, j'entends quelque chose, mais c'est pour moi, pour mon moi, pour. Mais je dis, mais personne. Et j'ai dit, mais en fait, que je vois des choses, mais je vois rien, je dois être psy, en fait, complètement. Tu vois, Puis quand j'ai rencontré Rénal, je lui ai dit, écoute, Rénal, il faut que je te pose une question. Je lui ai dit, est-ce que le guide, tu l'entends, tu le vois, il est tout le temps côté. Mais il me dit pas du tout. Il me dit pas du tout. Il me dit des fois, je l'entends appelle l'ami, il dit je sais que c'est mon guide, mais il dit je ne vais pas chercher Dieu que tu me rassures. Là, des fois j'entendais, des fois j'entendais pas, puis des fois je vais pouvoir rester 4 mois sans rien avoir, et puis mais mon guide ne donne jamais une information pour une consultation. Au pire, il va me dire c'est pas la peine de faire d'efforts parce que tout ce que tu vas lui dire, elle va pas retenir. Voilà, ça au pire, il va me dire ça, mais il va jamais me dire quelque chose sur la vie des gens. Si je dis quelque chose sur la vie des gens, c'est moi, je m'engage dans mon analyse et dans ce que je fais comme synthèse de ce que je perçois, mais c'est ma responsabilité. Donc, du coup, jamais je me retourne en disant oh, bah oui, c'est les guides, ils se sont trompés, ou ils vous ont menti, ils ont fait exprès, ou non. Tu vois, voilà, si je fais une erreur, c'est moi qui fais une erreur. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je suis décisionnaire de ce qui sort de ma bouche, quoi, si tu veux. Ah. Ça, c'est vrai. Non, mais, Oui, 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 il y en a plein qui sont voilà. différents. Oui, oui. Du coup, si quelqu'un veut une consultation avec toi, ça se passe comment? Toujours en direct ou ça peut se passer par Skype? Ça peut se passer… Alors, je ne fais pas de consultation par Skype parce que quand je vois les gens au téléphone, ça marche pas. Ça, je sais pas. Pourtant, je t'assure, hein, j'ai essayé de faire du Skype en me disant, je vais essayer de faire des contacts défunts à distance. Ça n'a jamais marché. Jamais. La voyance, ça me perturbe plus qu'autre chose de voir la personne. Donc, je préfère juste avoir le téléphone, juste entendre. C'est bien. Donc, ils peuvent aller sur mon site www.etanmort.com. Ils peuvent prendre rendez-vous et ensuite, on peut venir me voir en cabinet pour de la voyance ou pour du contact défunt. Et si on veut un contact défunt, c'est la seule façon d'en avoir un, c'est de venir me voir en Bretagne, à côté de Lorient. Mais pas avant mi-septembre, voire fin septembre. Oh, bah là, avec tout ce qui se passe en plus. Oui, non, mais c'est surtout que mon bureau est en travaux, si tu veux. C'est surtout ça. Voilà. Sinon, je veux bien mettre un masque, du gel, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, les règles d'hygiène, on maîtrise, tu vois. J'ai encore des bons restes, hein, tu vois. Totalement, totalement. Et du coup, les conférences se sont annulées là jusqu'à la pro. Alors, les conférences de cette année sont annulées. Voilà, ça c'est sûr. On avait commencé à reporter, il y avait Paris du mois de mars qu'on avait reporté au 20 septembre et ensuite il y avait, j'en avais une à deux par mois. En avril, je ne sais plus où est-ce que je devais être.
à Reims ou Lorient. Enfin, je ne sais plus. Du coup, si tu veux, du coup que j'ai annulé, j'ai tout supprimé de ma tête. Peut-être par blessure, on va dire, mais j'ai tout supprimé. Bref, donc ces deux-là, en tout cas, elles avaient été reportées et finalement, on a fini par les annuler. Et au vu de ce qui risque de se passer sur la deuxième moitié de l'année, j'ai dit, écoute, on va tout annuler. J'ai dit parce que celle du premier semestre, on va vouloir les mettre sur le deuxième, puis au final, on va être obligé d'annuler ou de repousser. Je dis, moi, je ne peux pas être en conférence tous les 4 jours. Hein. Je dis, c'est une par semaine. Je dis, je ne peux pas faire cette semaine-là à Strasbourg, rentrer le mardi, puis repartir le vendredi pour être à Lille, puis c'est fatigant hein, d'aller Ah oui. partout. Ah, c'est un peu fatigant. Donc, on va voir comment est-ce que ça évolue. Et puis, l'année prochaine, on fera un événement parce que je ne veux pas arrêter les conférences sans avoir dit au revoir aux gens. Donc, on fera certainement quelque chose. Je pense que ça ne sera peut-être pas une tournée. Je pense que ça sera plutôt une résidence, soit à Paris ou je vais voir. Certes, je demanderai aux gens de me déplacer, mais il y aura une bonne raison. Donc, on réfléchit. Voilà, on réfléchit. Plein de projets à venir, en tout cas. Oui, oui, oui. Bah, on a une pièce de théâtre aussi qui est sur le feu, qui s'appelle Et après, voilà, qu'on écrit avec Élodie Bérard, qui est ma co-auteure, et qui est mise en scène par Régis Cornillac, qui est metteur en scène. Et donc, du coup, elle devait sortir en septembre, mais avec tout ça, elle ne sortira pas en septembre pour le coup. Donc, ça aussi, ça va être repoussé à l'année d'après. Et c'est une pièce de théâtre sur le deuil. Voilà, sur comment faire son deuil, enfin comment faire son deuil, comment on va dire vivre son deuil, les différentes étapes et surtout comment aborder toutes les questions qui peuvent venir à nous, parce que c'est bien souvent là, lorsque l'on perd quelqu'un, qu'on se met à questionner sur est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté du voile, parce que on en a besoin d'une certaine manière, et puis c'est pas parce qu'on en a besoin qu'on se rend compte que c'est vrai, mais bien souvent parce qu'on a des signes qui arrivent et là on se met encore plus à chercher et c'est là où on découvre la médiumnité, les contacts spirites et toutes ces choses-là. Donc c'était un petit peu pour illustrer tout ça et pour offrir quelque chose de différent, puisque vu que je voulais plus faire de conférences, Élodie m'a tendu la perche sur l'écriture de la pièce de théâtre et j'ai dit ok, allons-y, pourquoi pas. Donc normalement 2021 là, pour le coup. Ça, c'est chouette aussi comme projet. Ouais, ça c'est chouette. Très très chouette. Il n'y a pas eu de questions, mais je n'avais pas dit non plus aussi que les gens pouvaient poser des questions. C'est vrai qu'au début, les gens sont très contents hein, de ce que tu as dit. Tu verras les commentaires après, que c'était un vrai plaisir de t'entendre. On pourrait t'écouter pendant des heures, ça c'est vrai. Avec plaisir. Merci à toi surtout pour l'invitation. C'est rien, j'espère que ça se renouvellera parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé t'entendre. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt. Et quitte pas parce que du coup, moi je coupe le direct sur Facebook, mais on va pouvoir parler. Ok, ça marche. Bonsoir à tout le monde, à bientôt.